Moi, je vais, sans faire pleurer dans les chaumières, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée ce matin. J'étais jeudi, on a travaillé sur le SRAT ce matin, et il y avait des pompiers de Saint-Cyprien, de naissance à Saint-Cyprien, donc des personnes comme vous qui ont partagé l'école primaire et maternelle de Saint-Cyprien. Et on a parlé bien sûr du conseil municipal de ce soir, et on a parlé de cette % d'augmentation. Et un des pompiers, je ne dirai pas son nom, m'a dit, mais tu sais, moi je n'ai pas pu continuer à habiter Saint-Cyprien, j'habite sur une commune limitrophe. Et je me suis rendu compte qu'en habitant où j'habite, mais il y avait plein de gens de Saint-Cyprien. Ma fille n'a pas pu acheter sur Saint-Cyprien et elle est partie habiter à Tézin. Et toute la rue entière, ce sont des enfants de Saint-Cyprien qui se sont délocalisés, le mot est fort parce que c'est 5-10 km, mais en fait, qui ont dû quitter la commune parce qu'ils ne pouvaient plus justement ou se payer un terrain pour faire construire, ou s'acheter une maison, ou continuer à vivre à Saint-Cyprien. Et ça, je pense que, en plus, ce sont des gens que vous connaissez, je veux dire, vous avez partagé le banc de l'école, vous avez joué avec ces enfants-là. Saint-Cyprien, je veux dire, a évolué dans le sens que l'on connaît, mais je crois qu'il est important aussi pour l'équipe municipale, pour un maire et son équipe, donc justement de ne pas oublier les enfants de Saint-Cyprien qui sont même des adultes. Alors, ce matin, j'ai pensé à toi, qui avait posé, je pensais à vous, conseillers municipaux, je pensais à nous, l'opposition, je pensais à vous tous, et en me disant, mais à un moment donné, je crois qu'on peut se dire, je suis le maire et je décide, c'est ce que vous faites. De toute façon, vous avez votre conseil municipal, votre équipe pour ça. Même de toute façon, si nous, on n'est pas d'accord, 75% des votes, de toute façon, vous allez remporter. Donc, voilà. Mais au moment donné, je crois qu'il va être en face de sa conscience, en face de l'avenir, et se dire, bon, peut-être qu'on aura peut-être qu'on donnera moins à l'école privée, peut-être qu'on aura une fête à moins, peut-être qu'on aura moins de projets, mais moi, je ne remonte pas les impôts. Et je pense à l'avenir de Saint-Cyprien, parce que moi, ce que je veux, c'est que, bien sûr, des gens viennent et des gens puissent s'installer, vivre à Saint-Cyprien. Ça, cette richesse, cette ville, cette mixité de tous les départements, je crois, de France, les gens habitent Saint-Cyprien, viennent à Saint-Cyprien, mais par contre, les enfants de Saint-Cyprien, qu'ils soient de revenus modestes ou moins modestes, et dans ce cas, puissent vivre dans la ville qui vous a permis, de pouvoir vous y installer. Je vous laisse, monsieur le maire, je dois quitter l'assistance. Merci pour votre intervention. Sachez que juste pour vous répondre sur le logement des enfants de Saint-Cyprien, des personnes qui sont issues de la commune, c'est la raison pour laquelle nous avons un lotissement qui sort et puis il y en a d'autres qui sont dans les projets, mais c'est une réalité, ça coûte cher de vivre à Saint-Cyprien. C'est un fait. Maintenant, M. Joandier, vous allez me proposer un programme, je suppose, pour baisser les taux, donc je vous écoute. Et après, nous passerons au vote de ces taux. C'est pas un programme. Donc, c'est pas la peine qu'on le fasse. Je vous laisse seul, je vous écoute. Non, je ne suis pas juge, moi je préside les débats. C'est le conseil municipal. Quoi. Si vous avez des propositions à faire pour faire baisser les impôts, je suis curieux de les entendre. Ce sera la seule commune en France dans cette période qui va baisser les impôts et même la plus endettée. Donc, je vous en prie. Ce sera une façon de vous singulariser et d'acquérir une notoriété nationale, monsieur le maire. Je n'en ai pas. Si, je pense que ça serait utile. Non, mais je tiens à préciser qu'on parle toujours d'opposition. Moi, je n'ai pas été élu pour être dans l'opposition. J'ai été élu pour gérer les affaires communales. J'ai été avec un certain nombre d'amis qui m'entourent et d'autres qui n'ont pas été élus. Nous sommes venus pour effectivement faire des propositions constructives. Alors, je suis un groupe minoritaire et à ce titre-là, je pense que les minorités ont le droit d'expression et même le devoir de participer à l'élaboration de choix politiques. Et je pense que la majorité a l'obligation d'écouter les minorités et parfois de reconnaître qu'il y a des choses politiques. Alors donc, mes propositions, nos propositions ont été distribuées. Je vais les commenter rapidement. D'abord, l'exposé des motifs. Je me permets de le dire, j'ai déjà évoqué cela, mais les objectifs de cette contre-proposition sont à la fois politiques et économiques. Politique, je viens de le dire, c'est que nous tous, ici présents, y compris ceux qui étaient dans l'opposition à l'époque et qui sont devenus dans la majorité,
nous avons tous décidé d'intervenir dans cette commune pour ne pas augmenter la pression fiscale et pour désendetter. Nous avons pris un engagement de ne pas augmenter les impôts. J'ai la faiblesse, à mon âge, je ne changerai pas, j'ai la faiblesse de tenir mes engagements, d'être fidèle à ma parole et de vouloir effectivement respecter ce que j'ai dit et faire le maximum pour que ce que j'ai promis puisse avancer. La deuxième raison, elle est économique. Je veux dire qu'il serait évidemment stupide de s'enfermer dans des choix politiques si ceci était irréaliste et était stérile et contre-productif. Et je pense qu'au contraire, nous pouvons avoir une action qui concilie à la fois les impératifs financiers et l'engagement politique que nous avons pris avec une volonté de dynamisation de la commune, en tout cas de la persistance d'une capacité d'investissement qui permette à la fois de maintenir l'existant, c'est-à-dire d'entretenir les bâtiments, la voirie, etc., mais aussi de préparer l'avenir et de faire des choix intelligents pour le développement de cette commune qui ne portent pas forcément sur la création de vestiaires ou de tribunes. Donc, ces objectifs se traduisent pour moi en 3 points. Je l'ai dit très rapidement, ne pas augmenter les impôts et éventuellement même les baisser compte tenu de l'augmentation de l'assiette fiscale qui s'est produite depuis 5 ans. Ne pas emprunter, car c'est quand même un peu paradoxal de dire on désendette et on emprunte. Et enfin, augmenter si possible les crédits d'investissement. Alors évidemment, c'est facile de dire ça, et on peut imaginer que, n'ayant pas de baguette magique, on fasse miroiter des recettes fictives où on imagine des économies insupportables. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste et j'ai la prétention de dire que nos propositions sont réalistes. J'aurais pu proposer un coup de rabot, ce qu'a fait l'État, ce que fait systématiquement l'État. Je veux dire par là que dans la mesure où j'ai expliqué tout à l'heure que les charges ont augmenté de 30% et les personnels ont augmenté de 20%, j'aurais pu dire, on passe un coup de rabot sur l'ensemble de ce chapitre, on réduit de 10 points, et puis on se débrouille après pour répartir les baisses. Non, je me suis efforcé parce que je n'ai pas, je fais œuvre de modestie, je n'ai pas la connaissance précise des conditions de fonctionnement, du détail des dépenses et du détail des charges, donc je ne prétends pas pouvoir dire que sur telle ligne il faut réduire de ceci, que sur telle ligne il faut réduire de cela. Je m'attache simplement à des points sur lesquels je peux justifier à la fois les économies et les recettes nouvelles. Mes propositions portent globalement sur un volume de 3 450 000 euros, c'est-à-dire 10% du budget. C'est une coïncidence, je ne suis pas parti d'un a priori en disant il faut que ce soit 10%, c'est le résultat. En réduction de dépenses, je suis très modéré, et donc vous ne m'accuserez pas de sabrer dans le vif de façon aveugle, de priver les personnels de leurs moyens, de leurs vêtements de travail, de leurs véhicules, de leurs indemnités. Je propose simplement sur le budget de fonctionnement des réductions très modérées et sans aucune incidence sur la dynamique de la vie communale. Sur 3 postes. Le poste électricité. Il est facile de gagner tout simplement 30 000 euros. Il suffit de maintenir le budget de 2016 au niveau de celui de 2015. C'est d'autant plus facile qu'on nous a dit dans le DOP que par l'effet de la mutualisation, on avait économisé 100 000 euros. Alors, d'un côté, on nous dit on économise 100 000 euros, et de l'autre, on n'en tire aucun. Donc, 30 000 euros, c'est possible. Sur les réceptions, et je n'accuse pas les élus d'aller se gouverger à l'Allemandin ou de faire des frais de libation extraordinaires. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais écrit. Je constate simplement, et je crois qu'effectivement, il y a par rapport à la municipalité précédente eu un changement d'échelle. Je constate simplement que les crédits de réception
qui étaient inscrits n'ont pas été consommés en 2015. Très bien. Et alors donc, maintenons les crédits de 2016 au niveau de 2015, ce qui permet de gagner 20 000 euros. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu effectivement une sinistrose en 2015. Il faut donc rester au niveau antérieur. Troisième poste, les indemnités des élus. Les indemnités des élus, bon, c'est un peu la tarte à la crème, mais la crème n'a pas tourné. Je pense que le moment serait quand même symboliquement bien choisi de dire, au lieu d'augmenter les impôts de 7%, plus les 3% des départements, plus l'augmentation qu'on va avoir à Sud-Roussillon, de dire, nous faisons un effort et nous revenons au niveau d'indemnité normale, qui est le niveau forfaitaire applicable dans toutes les communes. Le supplément pour chef-lieu de canton étant tout à fait obsolète puisqu'on n'est plus chef-lieu de canton, et du reste, les fonctions de chef-lieu de canton n'avaient créé aucune charge particulière. Et je suis persuadé que les adjoints que nous avons là continueront à manifester le même dévouement, la même compétence et à consacrer le même temps et la même efficacité au travail communal si effectivement ils reviennent à un niveau normal. Alors on aurait pu réduire de 65 000 euros, mais tenant compte du fait qu'il y a déjà 2 mois, c'est peut-être 3 mois de passé, donc on n'est pas à l'année pleine, je vous propose simplement de réduire de 50 000 euros, ce qui fait au total 30, 20, 50, ce qui fait 100 000 euros. La deuxième économie plus importante que je propose, elle est sur le budget d'investissement, c'est purement et simplement la suppression des achats de rodateurs qui ont été prévus pour le stationnement payant, 250 000 euros. Bon, je propose effectivement cette suppression-là. J'ai cru comprendre, en assistant à la réunion publique la semaine dernière, que ce projet, je ne porte pas de jugement, je ne sais pas s'il est bon, s'il n'est pas bon. Je n'ai pas compris exactement sa finalité, sauf que, comme ça faisait suite à un exposé financier sur le drame des finances locales, on a eu le sentiment que c'était effectivement une de ces recettes accessoires et accidentelles que l'on met en œuvre pour trouver un peu d'argent. Je pense que le problème de la circulation se pose en des termes plus généraux pour à la fois la commodité des riverains, des commerçants, des usagers, pour effectivement la qualité des touristes et pour effectivement la vie de la station. Donc je pense que ce projet aujourd'hui n'est pas mûr. S'il doit rapporter de l'argent, je constate qu'il coûte 250 000 euros et il n'y a aucune recette à la clé. Donc c'est effectivement une dépense qui aujourd'hui est à tout le moins prématurée et malvenue. 350 000 euros de réduction de dépenses, vous voyez que ça n'est pas beaucoup privé la commune de moyens, et en revanche, on peut dégager, et sans aucune difficulté, des recettes de 3 100 000 euros. Alors vous allez dire, c'est miraculeux, je suis le génie de la finance, bon, je prétends pas cela, parce que je me contente simplement de prendre des chiffres qui sont à la portée de tout le monde. Alors ça ne va pas faire plaisir au directeur du port qui est là derrière, mais je pense que on peut trouver sur les recettes du port l'augmentation substantielle du loyer versé à la commune. Le résultat 2015 du port, dont on va parler, a dégagé un excédent de fonctionnement de 345 000 euros et un excédent d'investissement de 439 000 euros. Je vous laisse faire l'addition, on n'est pas loin de 800 000 euros d'excédent. Un excédent de 2015 qui succède à un excédent de 2014, qui succédait à un excédent, etc. C'est-à-dire que tous les ans, on reporte des crédits, ce qui signifie que soit on n'est pas capable de les utiliser, soit on n'en a pas besoin. Donc, ce sont en tout cas des crédits qui ont dormi pendant toute l'année, qui ont dormi dans les caisses du Trésor public, mais qui ont été prélevés dans la poche du contribuable. Donc je propose que, au lieu de reporter ces doubles excédents, on majore le loyer versé par le port à la commune de 300 000 euros. Je rappelle d'ailleurs, puisqu'on n'hésite pas à faire de l'histoire dans ce conseil municipal,
jusqu'en 2007 ou 2008, je ne sais plus, quand effectivement le maire de l'époque avait été tarabusté par la Chambre régionale des comptes, par le préfet et par le trésorier primaire général, il avait dit « Ah, je vais trouver de l'argent », et il avait effectivement trouvé de l'argent sur le port. Alors je ne dis pas que le port est la vache à lait, c'est pas ça. Je dis simplement que là, on a des excédents, et que quand on a des excédents d'un côté que l'on reporte tous les ans, il faut quand même être un peu raisonnable et pas dire ben, on va financer les excédents par un impôt majoré que l'on va faire payer par les contribuables. Deuxième recette possible, là ça demande un peu plus d'effort de gestion, c'est sur le camping du Brusque. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce qu'apparemment on n'en a pas tiré les conséquences. Quand en 2010, le maire a décidé de vendre le camping d'Alfourty, il a déclaré ici même, de toute façon les campings, on ne peut pas en tirer plus de 100 000 € par an. Donc, on est allé un peu plus loin, on a majoré, on est aujourd'hui, je crois, à 160 000. Mais je constate que le camping d'Alfourty, dont on ne tirait que 100 000 €, avec une gestion plus dynamique et professionnelle, c'est vrai, avec des investissements, c'est vrai, mais des investissements qui sont auto-rentabilisés, ce camping dégage un bénéfice après impôt de 460 000 € et peut se verser un loyer de 750 000 €. Alors, c'est quand même extraordinaire. 750 000 plus 450 000, et nous, on est toujours au niveau de 160 000. Alors, c'est vrai que ça suppose là aussi une petite révolution économique. Alors, c'est vrai qu'on a changé un directeur du camping pour des raisons que je ne connais pas. Peut-être que le nouveau, qui était plus qualifié en matière de communication, d'après ce que je crois, n'a pas non plus les expertises de management qui permettent de dynamiser le camping. Mais alors qu'à cela ne tienne, confiez-le à M. Ambroise ou à un professionnel, je pense qu'il saura très vite dégager une recette substantielle. Donc, avant de demander aux contribuables de payer, il faut faire la preuve que l'on est capable de gérer un camping, ça génère des résultats. Tous les investisseurs veulent acheter un camping, il n'y a que la commune qui est infoutue de dégager des bénéfices. Troisième recette que je propose d'augmenter, ce sont des cessions foncières. Alors, je n'ai jamais été contre la cession du camping d'Alfourty, je préfère le dire tout de suite. J'ai été contre la mauvaise vente du camping d'Alfourty et le fait qu'on n'en a pas tiré de meilleurs profits et qu'on a fait des cadeaux à l'acquéreur. Donc, on ne va pas me reprocher maintenant de vouloir brader le patrimoine. Je dis simplement qu'il faut faire des aliénations qui d'ailleurs étaient projetées par la commune et qu'on n'a pas été foutu de faire. Le terrain de l'excave coopérative. Alors, je vais rectifier un certain nombre d'erreurs, pour ne pas dire de mensonges, disons-le franchement. Ce terrain a été la première opération de vente qui a été décidée en 2010. Elle a été décidée en 2010. Bien. Je précise tout de suite que je n'ai pas attaqué la délibération décidant de la vente de ce terrain en 2010. Il faut dire que ce terrain, la commune a décidé de le vendre, mais elle n'a pas su faire. Les deux notaires, celui de la commune et celui de l'acquéreur, ont dit « c'est pas possible. Les décisions que vous avez prises sont inapplicables. On ne peut pas passer un acte conformément aux délibérations que vous avez prises. » On prévoyait dans cet acte une donation. Enfin, je ne sais pas si c'était encore là. En souvenir des comportements de la municipalité précédente, on prévoyait qu'une entreprise pouvait faire une donation à la commune. Bon. Et donc, on n'a pas vendu en 2010, on a repris une délibération en 2011, un an plus tard. Cette délibération qui apportait des éléments nouveaux et discutables, je l'ai effectivement attaquée parce qu'elle était attaquable. Bon, j'ai été débouté, je le reconnais, parce que le contentieux, le tribunal a dit, vous auriez dû attaquer la délibération de 2010. Bon,
je n'avais pas attaqué, c'est 2010. Moyennant quoi, la commune a donné un permis de construire à Bâti-Soleil. En 2012, il y a eu un permis de construire. Mais on n'a pas vu la moindre pioche, le moindre tracteur, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé jusqu'au jour où, effectivement, l'entreprise, enfin l'entreprise, c'est beaucoup dire, la société dont j'avais dit que c'était une société écran, qui n'avait aucune qualification, qui n'avait aucune garantie, a été mise, oui, vous pouvez soupirer, mais c'est la vérité, elle a été mise en liquidation judiciaire. Donc, effectivement, la réalité économique a confirmé ce que nous avions dit. On avait vendu, on avait fait une vente malsaine à une entreprise incompétente. Alors, je propose que on passe enfin à la réalité et que ce terrain qui est gelé depuis 2010 soit vendu, mais qu'il ne soit pas vendu à perte, car 400 000 euros, c'était une vente à perte, et il y avait une estimation à 1 million. Bon, je considère que compte tenu de l'évolution du marché foncier, ce terrain peut sans doute trouver preneur à 900 000 euros. Deuxième aliénation, le terrain du camping, l'ex-camping des Mûriers, dont on va parler tout à l'heure. L'acquisition par préemption du camping du Mûrier a été la première décision prise en novembre 2009. Ça fait donc un certain temps. Hein, bon. Et je sais bien qu'il y a eu des procédures judiciaires qui sont intervenues, qui ont sans doute compliqué les choses, mais ce terrain arrive maintenant à maturité puisqu'il va devenir constructif. On prévoit qu'il fait 40 lots. On en parlera tout à l'heure. Très bien. Je pense que ce n'est pas vraiment la vocation et la capacité de la commune de se transformer en aménageur et en promoteur. Elle a prouvé, malheureusement, avec le lotissement des Mimosas qui traîne depuis 3 ans, que c'est pas un reproche, peut-être qu'elle manque de moyens, elle n'était pas capable de le faire. Donc je propose de le vendre purement et simplement. Ce terrain qui peut faire recueillir 40 lots, alors que les Mimosas en accueillent 10, c'est-à-dire 4 fois plus. Le terrain des Mimosas a été estimé à 682 000 euros dans le plan que nous avons adopté. Je ne propose pas de multiplier par 4, mais je pense qu'une estimation aux alentours de 1,7 million est tout à fait jouable. Si on compare ce terrain en capacité, en superficie, en capacité d'équipement et en proximité du village. Ce qui fait donc au total 300 000 venant du port, 200 000 du camping, 2,6 millions des ventes, 3,1 millions. Au total, 3 450 000 euros, soit 10% du budget. Je répète, ce sont des opérations qui sont réalisables, qui correspondent tout à fait à la capacité, même à la volonté de la mairie, d'aménager ces 2 terrains de la cave coopérative et des Mûriers. Alors, donc, quelle est l'affectation de ces sommes-là? Tout d'abord, 1,7 million en suppression de l'impôt inscrit au budget. Alors j'ai pris 1,7 million, mais peut-être je me suis trompé, parce que sur le DOM, on me disait que l'emprunt serait de 1,2 million. Mais l'inscription que j'ai trouvée sur le budget est de 1,7 million. Et peut-être y a-t-il des mouvements qui m'échappent, et c'est là qu'une réunion de la commission des finances serait utile, car ça permettrait de préciser les choses. Mais qui peut le plus ou le moins, si on met 1,1 million pour supprimer l'emprunt, on est tranquille. 1,1 million de produits fiscaux en moins par rapport au projet de budget, ce qui permet, comme je vous l'ai dit, une baisse des taux d'imposition de 2,2 par rapport à 2015, au lieu d'une majoration de 7. Et il reste une somme de 600 000 euros, 600 000 euros que je propose de mettre en réserve, afin soit, s'il y a des délais de vente qui ne permettent pas de mobiliser rapidement l'encaissement, effectivement d'amortir le temps,
soit si le produit de la vente n'est pas conforme aux espérances, ou alors, effectivement, de pouvoir investir ensuite sur des projets plus rentables. Donc les taux que je propose sont les suivants. Pour la taxe d'habitation, 16% au lieu de aujourd'hui 16,38 et au lieu de ce qui est proposé dans le budget 17,53. Pour le foncier bâti, 21,4 au lieu de 21,89 en 2015 et de 23,42 proposé par le maire. Pour le foncier non bâti, 70,74 au lieu de 72 l'an dernier et de 77 proposé par le maire. Voilà ce que je propose, sans aucune perte de dynamisme sur les moyens de fonctionnement. On ne sera pas obligé de fermer la piscine, on pourra aller arracher les mauvaises herbes, on pourra continuer à réparer les trottoirs comme vous l'avez dit. Il n'y aura pas de changement, on ne licenciera pas un seul agent, mais on utilisera intelligemment les moyens dans la capacité, dans la disponibilité de la commune, et on évitera une augmentation de 7%. On baisse les impôts de 2% avec la proposition que je fais. Cela mérite peut-être quelques réflexions, plus qu'un veto absolu du maire qui s'enferme dans les choix faits par Eddy avec son équipe. Il y a des choix qui sont d'intérêt général. Alors voilà, c'est un amendement que je vous ai proposé au titre de l'article 15 du règlement intérieur et je vous demande par conséquent de le mettre aux voix pour que, effectivement, le conseil municipal se propose sur cette contre-proposition. Je vous remercie pour votre exposé clair, concis et rapide. Y a-t-il des observations sur ces propositions? Non. Alors avant de le mettre effectivement en vote... Ça veut dire qu'elles sont approuvées, puisque généralement ici, le silence vaut acquiescement. Je ne vous ai jamais interrompu, monsieur Jean-André, donc